Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour cet avis sur l'épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers. C'était un épisode particulièrement intéressant qui nous présente les Anneaux des Nains et qui est donc logiquement nommé Hall of Stone, salle de pierre en français qui vient directement du poème sur les anneaux, 7 pour les Anneaux des Nains dans leur salle de pierre. Qui est d'ailleurs la nouvelle traduction, et honnêtement pour ce poème, j'ai une petite préférence pour l'ancienne traduction qui disait 7 pour les seigneurs des nains dans leur demeure de pierre. Je trouve que le mot demeure est un meilleur mot que salle, qui est un peu plus banal, mais bon, c'est une question d'habitude, j'imagine. Les traductions. J'aime beaucoup la nouvelle traduction, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Ils ont beaucoup utilisé le poème sur les anneaux, évidemment, dans cette saison pour les noms des épisodes. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, celui-là se concentre sur celui des nains. Et on va, comme d'habitude, regarder chaque groupe de personnages un par un. Et on va commencer cette discussion en allant à Numénor. Les premières scènes qu'on a à Numénor commencent par Ar-Pharazôn, qui s'appelle maintenant Ar-Pharazôn, puisqu'il est désormais le roi. Et donc on lui a rajouté le Ar devant son nom. Qui parle à son fils Kemen. Il lui parle de la tour blanche d'Eressëa qui serait la porte des terres immortelles que tu peux voir uniquement depuis le sommet de Menelterna et qui dit « Je parie que les elfes l'ont placée là à dessein pour que chaque coucher de soleil nous rappelle les jours comptés que nous avons alors que eux ils sont immortels. Eux il pourra jamais atteindre le sommet de ce qu'il veut, de ses ambitions » qui résume assez bien le conflit qui est au cœur de l'histoire à Numénor, qui est une partie de la population en veut aux elfes d'être immortels alors qu'eux ne le sont pas. Et c'est un peuple qui est tellement avancé, tellement puissant, tellement extraordinaire, que l'idée qu'ils ne puissent pas combattre la mort, pour certains d'entre eux, est insoutenable. Et donc, Pharazôn nous fait la gentillesse de nous résumer ce conflit en très peu de temps, mais aussi de nous rappeler qu'ils craignent leur propre mortalité. On sent que devenir roi, obtenir ce sceptre qu'il a voulu pendant si longtemps, n'est pas vraiment à la hauteur de ce que voulait Pharazôn. Il parle aussi avec son fils, et on découvre que Pharazôn est globalement le pire père de l'histoire. Parce que, franchement, Kemen, c'est un petit merdeux. On en reparlera de Kemen dans 3 secondes à peu près. Mais c'est pas vraiment un mec sympathique. Mais même lui, il mérite pas vraiment qu'on utilise des mots de sa mère décédée contre lui pour le faire avancer tranquillement. Pas une bonne personne, Pharazôn, vraiment un mec odieux, soyons honnêtes. Et donc on comprend que Kemen a l'air... Globalement, Kemen c'est pas un mec sympa, mais on comprend qu'il est aussi poussé par l'envie d'apprendre plus sur sa mère et de plaire à son père, on imagine. Et il y a clairement aussi une histoire avec sa mère qu'on découvrira peut-être plus tard. C'était une assez bonne scène entre ces deux personnages. On a un petit passage avec Myriel qui a donc perdu sa couronne et qui est dans les appartements de son père, je crois, il me semble que c'est ceux-là dans lesquels Palantir était dans la saison 1. Qui discute avec Elendil, et Elendil lui dit notamment qu'il y a des hommes partout dans la ville qui seraient prêts à se battre pour elle, pour qu'elle retrouve sa couronne, etc. Mais Myriel est très précautionneuse et préfère éviter, notamment parce qu'elle demande à Elendil ce qu'il a vu quand il a touché le Palantir. Elendil lui raconte qu'il a vu une vision de lui qui partait à cheval, qu'il n'a pas vraiment compris ce que ça signifiait, et Myriel lui parle du fait que elle, pendant très longtemps, la seule chose que lui a montré le Palantir, c'était la destruction de Numénor, qu'on avait vu dans la saison 1. Et elle lui dit, maintenant il n'y a plus cette vision, donc peut-être que Pharazôn qui devient roi de Numénor, ça fait partie de la solution pour empêcher la destruction de l'île. Elle lui demande de rester calme, d'être patient, vraiment de pas enclencher de conflit. Et on va voir que ça va être un petit peu compliqué. C'est une très jolie scène entre ces deux personnages qui sont très proches. On sent un petit peu, c'est peut-être mon interprétation à moi, que Elendil, il n'a pas eu une vie facile jusque-là, depuis que on l'a vu depuis la saison 1, donc on sait que sa femme est décédée. Il a un de ses fils qui est parti, qui n'est pas présent, on le voit pas pour l'instant, son deuxième fils. Isildur, il pense qu'il est mort, et Arianne, sa fille, est en conflit ouvert contre lui. Donc j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup sur sa relation avec Myriel et sur sa loyauté envers elle,
pour ne pas gérer ses propres problèmes qui sont beaucoup trop compliqués, beaucoup trop émotionnels, etc. Ce qui est sans doute pas très sain, mais ça en fait un joli personnage à regarder. Myriel et Elendil, c'est une assez belle relation. On voit juste après que les gens qui restent fidèles à Myriel et les fidèles en général qui ont cette amitié envers les elfes et conservent les traditions plus anciennes se font priver de leur rang militaire par Kemen et Eärien et donc rendent leur uniforme. On voit Elendil et Valandil qui ont un petit échange à ce moment-là. Elendil apprend donc cette décision qui a été prise donc en partie par sa fille et par le maire d'eux derrière, Kemen. Cette image des deux là qui regardent la ligne de soldats en train de rendre leur uniforme. Ah, des baffes. Ils ont bien réussi, vraiment, leur petit jeu de tête à claque. Les deux acteurs sont excellents parce que vraiment t'as envie de leur foutre des coups dans la tronche. Et on sent que malgré ce qu'elle dit plus tard à son père et à rien, elle kiffe un petit peu le petit pouvoir qu'elle a et de pouvoir enfin limiter ce que peuvent faire les fidèles, elle qui n'aime pas du tout la relation qu'avait Myriel et son père avec les elfes, etc. Elle kiffe quand même un petit peu son pouvoir, mais ce conflit entre elle et son père grandit sans cesse, au point où son père essaye même plus d'être de la parenté ou de lui apprendre quoi que ce soit. Là, c'est juste, ils sont en conflit ouvert, il lui dit qu'elle est sur un chemin fait d'eau et que la descente va être très longue, ce qui est intéressant quand on connaît la suite de l'histoire comme phrase. Mais clairement, ce conflit ne sera pas résolu facilement. Et encore une fois, ça fait partie des poids sur la poitrine d'Elendil qu'on voit. L'acteur est assez bon à mettre en place cette... On sent qu'il est un peu... Même s'il est un homme fier, qui se laisse pas marcher sur les pieds, etc. On sent qu'il est complètement submergé par la situation, par le nombre de malheurs qui lui tombent sur la tronche, qu'il a un peu perdu. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on va voir comment est-ce qu'il va pouvoir retrouver son chemin et retrouver sa confiance, on va dire. Ça va être un parcours intéressant. Il rend donc son épée et se défait de son rang de capitaine, même si les hommes autour de lui le saluent en continuant à l'appeler capitaine, au grand désespoir de Kemen, qui a beau avoir toute l'autorité qu'il veut, n'obtiendra jamais le respect de Elendil. Pareil, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Cet épisode, globalement, était très très réussi en termes d'écriture et de performance, parce qu'il y a plein de moments où tu comprends plein de choses qui sont en arrière, sans qu'ils aient besoin de le dire, et tu vois qu'il adorerait avoir le respect des soldats autour de lui, il adorerait ne pas avoir besoin de jouer les petits chefs, et juste que les gens lui obéissent comme ça. Évidemment, il n'a pas l'aura que peut avoir Elendil, et il n'a pas combattu aussi avec les hommes, notamment avec Valandil, qui lui aussi se fait priver de son rang, et qui a une petite discussion avec Eärien, qui nous rappelle qu'ils étaient amis, de la même façon que Valandil était ami avec Isildur. Et on voit Kemen qui les regarde de loin, et ça rappelle quelques scènes, il me semble, dans la saison 1, où Kemen est un petit peu amoureux d'Eärien, et donc il y a de la jalousie dans l'air et tout ça, ce qui mènera évidemment sur la scène finale à Numénor. On a une scène très rapide dans le palais de Numénor, où on voit que Ar-Pharazôn non seulement n'a pas détruit le Palantir, malgré ce qu'avaient demandé Eärien et leur détestation soi-disant des artefacts elfiques, et donc on le voit venir jeter un coup d'œil sur le Palantir. Je suis très curieuse de savoir ce que lui il voit. Est-ce qu'il voit les mêmes images que Myriel? Est-ce qu'il voit la destruction de Numénor? Est-ce qu'il voit quelque chose de beaucoup plus personnel? Ok, je peux pas te donner, je peux pas te donner mes autres théories parce que ça serait très spoilant pour la suite de l'histoire. Ouais, je suis curieuse de voir ce que lui il voit. Et comment est-ce que ça va le guider? Ce qu'on a reproché à Myriel dans l'épisode précédent, pas l'épisode précédent, mais celui d'avant, l'épisode 3, c'était de se laisser guider par le Palantir. Donc je trouve ça intéressant qu'à la seconde où Pharazôn est maintenant au pouvoir, il fait globalement la même chose. C'est très difficile de pas regarder dans une boule de cristal qui vous donne le futur. Ou en tout cas, des bouts d'idées du futur, poil plus complexe que ça. On a une scène dans un temple où les fidèles, les amis des elfes qui ont encore les croyances et qui suivent la religion des Valar, si on veut, pleurent leur mort et donc ont une cérémonie pour Isildur et tous les gens qui sont tombés récemment. Très jolie scène où Elendil, encore une fois, Elendil, tout cet épisode, on voit
toute sa souffrance et la façon dont il essaye de le gérer, il a beaucoup de difficultés. Et c'est assez intéressant. Et ça va jouer, je pense, sur la suite de l'histoire, beaucoup. Ils se font interrompre par Kemen et par des soldats qui disent qu'ils vont détruire le temple, qui est l'un des plus vieux de la ville, pour faire place à un nouveau aqueduc. Elendil cherche à suivre les ordres de Myriel et à limiter le conflit le plus possible. Il est le calme au milieu de la tempête, demande à tout le monde de se calmer, d'obéir, de machin. Un vieil homme demande à pouvoir emporter avec lui la relique, qui est une petite statue de Niena, la Valar du deuil, de la souffrance, de la pitié et de l'espoir. Il ne veut vraiment pas la laisser là, de peur que les âmes des disparus ne soient pas préservées. C'est intéressant que ce soit Niena qui soit là. Et c'est logique, puisque c'était une cérémonie pour les morts. Justement, comme le conflit à Numénor, il est basé sur la mortalité, en partie, et sur le conflit avec les elfes qui sont eux immortels, je trouve ça intéressant que les fidèles, eux, ils embrassent, avec toute la tristesse que ça amène, le deuil et le décès. Elle représente aussi, Niena, la pitié, l'espoir et l'endurance de l'esprit qui va probablement manquer un petit peu aux hommes du roi et qui représente beaucoup ce qu'est Elendil et ce que va être Elendil dans le futur. J'ai trouvé ça un parallèle assez intéressant. Accessoirement, c'est une des Valar que Gandalf aimait particulièrement, auprès de laquelle il a beaucoup appris. Petite référence, potentiellement à l'étranger, que nous n'avons pas vu dans cet épisode, mais bon, voilà. Il ne précise pas toutes ces informations dans l'épisode, on n'a pas vraiment besoin de le savoir, on comprend juste que les fidèles prient auprès des Valar, ils nomment les Valar assez souvent, ils nomment pas Niena spécifiquement, c'est pas forcément nécessaire, mais je trouve ça, pour les fans, ça fait plaisir, pour les gens qui connaissent pas les textes, c'est pas grave, c'est pas une information nécessaire, mais je trouve ça intéressant. Kemen n'a aucun respect, évidemment. C'est un homme du roi, littéralement, c'est le fils de Pharazôn, mais en plus, il a donc pas de... Il ne pense pas que les Valar soient des dieux, ils n'ont plus aucun respect pour ni les Valar, ni les Eldar, etc. Et il va détruire la statue de Niena, ce qui va pousser, évidemment, Elendil à lui donner un coup de poing, et donc le conflit éclate entre les hommes du roi et les fidèles, principalement entre Kemen et Valandil, et j'aime beaucoup cette scène, Valandil qui demande pardon aux Valar avant de taper sur Kemen, c'est mignon. Il y a vraiment un parallèle entre le conflit qui se mène là, et en arrière on voit des bougies qui représentent les morts et les disparus qui vont dans la mer, donc je trouve que c'est une scène visuellement assez intéressante. Valandil, après un peu de difficulté, gagne évidemment le combat et menace Kemen globalement de tuer Kemen, ce qui aurait été une très bonne chose, mais à la demande d'Elendil, arrête, pose son épée et se fait immédiatement tuer par Kemen. Moi, il m'a choqué un peu la scène, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que... Et Valandil, ils l'ont quand même construit un petit peu, c'est un personnage secondaire, mais je me suis dit, c'est un bon personnage secondaire à avoir, ça pourrait être intéressant de voir sa réunion avec Isildur plus tard, et le fait qu'il meure... Là, comme ça, sur le moment. J'aurais dû m'en douter, il lâche l'épée juste à côté de Kemen. C'est une évidence quand j'y repense après coup. Je sais pas, mon cerveau, il a été ralenti. J'ai eu un petit choc. Et encore une fois, on rajoute sur la peine et la souffrance de pauvre Elendil, qui a vu son fils, enfin, il l'a pas vu, mais qui pense que son fils est mort. Et là, qui perd un de ses soldats. Et évidemment, c'était l'un des amis de son fils, donc il a beaucoup d'affection pour lui. Kemen... Je l'ai déjà appelé un petit merdeux depuis le début de cette vidéo, mais je vais répéter petit merdeux qui va nettoyer la lame de son épée dans l'eau qui était justement utilisée pour honorer les morts. C'est une insulte qu'il fasse ça dans cet endroit-là et tout ça. Encore une fois, démontre l'absence de respect envers les anciennes traditions. Ça assure vraiment qu'on comprenne bien, c'est avec des visuels, des scènes et tout ça, qu'on comprenne les différences d'approche entre les fidèles et les hommes du roi. Et donc... Maintenant, ce conflit, la séparation entre les hommes du roi et les fidèles est maintenant teinté par le sang, par le meurtre. Et donc on va au-delà des différences spirituelles, philosophiques et politiques. Et on imagine qu'à partir de ce stade-là, c'est même plus de la fidélité envers Myriel. C'est vraiment, là, Valandil, il a été tué parce qu'il voulait pas qu'on détruise une relique de Niena. C'est autre chose que juste de la fidélité à une reine qui a été déchue. Donc j'imagine que le conflit va aller plus loin, j'imagine que Elendil va sans doute aller passer un peu de temps en prison, sans doute. Et c'est la conclusion de Numénor
J'ai trouvé vraiment toutes ces scènes très intéressantes, justement parce que au cas où la mise en place de ce conflit, qui va être vraiment essentiel pour l'histoire de Numénor, était pas claire, je trouve qu'ils ont réussi en quelques petites scènes à vraiment expliquer, remettre en évidence c'était quoi les différences fondamentales entre les hommes de Pharazôn et les hommes de Myriel, les hommes d'Elendil, hommes, femmes, le peuple qui va suivre Elendil et le peuple qui va suivre Pharazôn. Et c'était plutôt très bien fait, les performances sont très bonnes, je trouve. Elendil est tout en subtilité, on sent que c'est pas le genre d'homme qui explose en larmes et machin, même si on l'avait vu, il me semble, pleurer dans la fin de la saison 1. Mais c'était pas vraiment il est très restreint dans ses émotions, mais on sent, l'acteur arrive à montrer qu'il a toute cette souffrance et cette douleur au fond de lui, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et en même temps, il retrouve la foi peu à peu, il retrouve sa fidélité, justement, puisqu'on les appelle des fidèles, ceux qui suivent encore la voie des Eldar. Il y a cette espèce de dualité, de la souffrance énorme qu'il subit en ce moment, et son regain de foi, on va dire, que j'ai trouvé assez intéressant. Et le conflit à Numénor continue à bouillir tranquillement. Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment fait la connexion avec ce qui se passe en Terre du Milieu, donc avec ce qui se passe à Eregion, évidemment. Je suis assez curieuse de voir comment ils vont nous y amener, mais on verra bien. On a un tout petit bref passage dans cet épisode à Lindon. Notamment, on voit Gil-galad lire la lettre de Celebrimbor qu'il avait écrit dans un épisode précédent où il affirmait avoir éteint les forges, ça y est, c'est fini, plus d'anneaux, the end, tout va bien, pas d'angoisse. Évidemment, on voit que Gil-galad n'est pas vendu sur le truc, il a l'air assez perturbé, qu'il n'a pas l'air de croire particulièrement les mots qu'il lit. Un peu plus tard, on a une scène où il se fait conseiller par une elfe à l'arrière qui parle d'aller combattre Sauron. J'étais un peu confuse à ce stade-là parce que actuellement, Gil-galad, les elfes en général, savent qu'il y a une armée d'orques au Mordor, donc l'armée de Hadar, et ils ont donc des doutes sur le retour de Sauron, amené par Galadriel, donc qui dit que Halbrand est Sauron et que Sauron est donc potentiellement en Eregion en train de corrompre Celebrimbor. Mais pour autant que je sache, à aucun moment quelqu'un a dit que Sauron avait une armée, par exemple. Donc la préoccupation à Lindon, c'est comment on fait pour combattre Hadar et Sauron. C'est trop de fronts à gérer, mais actuellement, la seule menace militaire, on va dire, c'est Hadar, parce que Sauron, pour autant qu'il sache, n'a pas d'armée. Bref, c'est un détail, mais en gros, elle conseille d'aller au Mordor. Elle insiste fortement sur le fait que Galadriel s'est trompée. De toute façon, ils n'ont pas d'infos, ils n'ont pas eu de retour ni d'Elrond ni de Galadriel. Il faut aller au Mordor pour limiter l'armée orque qui est là-bas. Gil-galad hésite fortement, en partie parce que son anneau lui envoie des visions. La vision de Gil-galad est super weird. J'aime beaucoup qu'il nous montre les visions d'ailleurs. On arrive à comprendre pourquoi c'est aussi confus, c'est aussi étrange. Parce que moi, tu m'enverrais une vision de poissons et de trucs qui explosent, je serais confuse honnêtement. Et évidemment, au milieu de sa vision, il y a aussi notre très cher ami Sauron. Quoi que ça pourrait être Morgoth, honnêtement, j'essaye de me souvenir, j'aurais dû regarder le premier épisode de la saison 1 où on voit la silhouette de Morgoth. Et il me semble, je me demande si c'est pas cette silhouette, bref, peu importe, c'est probablement Sauron, de toute façon l'idée c'est de teaser Sauron version grand méchant. On a aussi une image assez perturbante d'un espèce d'Uruk-hai ou d'un orc avec du feu et tout, c'est assez glauque, et toujours cette silhouette qui nous promet la joie et le bonheur en Terre du Milieu. Bref, on voit Elrond et le reste de sa compagnie courir pour venir prévenir Gil-galad de l'avancée de l'armée de Hadar vers les régions, et Elrond arrive à Lindon et dit à Gil-galad que Galadriel avait raison, il lui donne l'anneau. J'ai été étonnée d'ailleurs que Gil-galad réagisse pas plus en voyant l'anneau, mais bon, ces scènes-là vont très vite, l'idée c'est de te faire comprendre que ça y est, Elrond il est arrivé, il faut avancer. C'est un de mes soucis avec cet épisode, c'est pas un gros souci, mais encore une fois, je sais que j'ai déjà fait la même plainte dans la vidéo précédente, il n'y a pas assez d'épisodes, il y a des moments où on aimerait passer plus de temps, et ça va vite parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont que 8 épisodes. Donc bon, bref. Donc là, ça va très très vite. Elrond arrive, il tend l'anneau, il lui dit il faut y aller, il y a une armée, Celebrimbor et les régions en général sont en danger, on doit envoyer de l'aide immédiatement, mais Gil-galad donc mentionne le fait qu'ils peuvent pas se battre contre Sauron et Hadar en même temps, ce qui selon moi est un teasing pour le début de la construction de la dernière alliance, qui est une des choses que j'attends avec impatience. J'ai très très hâte de les voir s'unir avec les nains, je pense, pour commencer, et les hommes ensuite, pour commencer justement à se battre contre
toutes les armées qui décideront de venir leur taper dessus. Mais oui, je pense que là, notamment basé sur les bandes annonces qu'on a vues, je pense que Elrond va dire « Donne-moi une petite force et je vais aller voir les nains de Khazad-dûm et avec les nains de Khazad-dûm, on va pouvoir aller essayer de sauver les Régions. » Je pense que c'est là-dessus que ça va aller. Mais oui, à ce stade-là de l'histoire, c'est assez logique que les elfes, même si les elfes sont encore très nombreux, surtout si on compare avec le troisième âge, mais on a quand même eu un ralentissement, il y a moins de... C'est pas le premier âge, quoi. Le premier âge, les armées des elfes pouvaient se réunir comme ils voulaient, et ils pouvaient quasi à eux seuls, même si les hommes ont beaucoup participé, combattre Morgoth, Sauron et compagnie. Deuxième âge, ça commence à être un peu moins vrai, c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin des hommes et des nains, et puis après... Troisième âge, ils participent quasiment plus. Ils participent un petit peu, mais beaucoup moins. C'est plus du conseil qu'on vous envoie des soldats dans le troisième âge. Ok, le gros bout de l'histoire, c'est Khazad-dûm dans cet épisode. Et les régions, mais là on va parler de Khazad-dûm, parce que oui, Hall of Stones, les salles de pierre, on est chez les nains, et on a des anneaux. Ils ont été créés, ils ont été donnés aux nains, et Durin III en a un autour de son doigt. Il a aussi les autres, les 6 autres, qu'il est censé donner aux autres seigneurs nains pour qu'ils puissent eux aussi aider leur royaume. On va voir un tout petit peu plus tard que bon, Durin, il a quelques conditions pour donner ses anneaux, mais avant ça, on le voit rejoindre son fils et Narvi dans les mines, là où les nains sont en train d'essayer de trouver la lumière, globalement rétablir la lumière, le soleil dans Khazad-dûm, et il va utiliser donc l'anneau pour trouver les bons endroits. Durin et Narvi sont pas franchement convaincus au début, mais très rapidement, on comprend que c'était en effet une solution, puisque on a à nouveau de la lumière dans Khazad-dûm, et on revoit ce magnifique plan avec les miroirs qui éclairent à nouveau la ville. J'adore le design de Khazad-dûm, c'était vraiment magnifique, et tout le monde est très heureux, tout le monde célèbre, on est particulièrement réjoui du retour de la lumière, et Durin, ok, dit c'est bon, c'est parti, on est bien. Les seuls qui sont un peu perplexes, c'est Disa et les autres chanteurs, les gens qui utilisaient leur voix pour écouter leur voix pour écouter, mais pour entendre la montagne et pour savoir où creuser, où ne pas creuser, etc. Disa explique que c'est quelque chose qu'il faut des années et des années pour maîtriser, et que là, ça lui semble être de la triche un petit peu, qu'elle est pas super confiante, mais ok. On a de la lumière, la vie est belle, on retourne au marché. Comment ça, les prix ont augmenté énormément? On leur explique que Durin III a décidé d'inventer la TVA et que maintenant il y a une taxe sur les biens. Durin est un peu choqué par ce fait que son père a créé donc une taxe supplémentaire, mais pour l'instant c'est juste une petite scène qui va mener à autre chose après, et Disa achète une pierre pour sa fille, et la pierre part rouler dans un coin, et elle arrive dans une espèce de grotte immense, assez profonde on imagine dans la montagne, et après avoir utilisé sa voix pour retrouver sa pierre, une autre voix se fait entendre et qui fait vibrer et qui effraie non seulement Disa, mais qui fait trembler tous les environs, et elle va donc ensuite retourner voir son mari. Avant qu'on arrive à la scène où Durin parle à son père pour lui parler de ce moment-là, on a une scène assez rapide sur Durin III, donc le roi, qui parle aux représentants des seigneurs nains qui sont venus se renseigner sur les anneaux, et Durin, le roi, en fait qui s'appelle Durin, et Durin ça aide pas honnêtement. Durin III, donc le roi, leur dit que ça va leur coûter un prix. Donc il leur explique c'est quoi les anneaux, blablabla, il leur explique que ça a sauvé Khazad-dûm et que ça pourrait sauver leur royaume à eux, mais que ça va leur coûter un prix, et on apprend un peu plus tard que c'est, je crois, la moitié des bénéfices qu'ils font dans leur mine. Qui est le deuxième élément d'avarice et de cupidité qu'on voit de la part de Durin III pendant cet épisode, parce que ça monte un petit peu ces éléments-là, et on voit un petit peu le côté... J'allais dire méchant, mais c'est plus sévère et vraiment moins sympathique de Durin III. C'était pas un mec super sympa, cool, relax dans la saison 1, mais on sentait que c'était un nain assez juste et dur, mais de façon sympa. J'ai un peu du mal à le définir, mais clairement... Plus tard, Durin parlera à Celebrimbor et lui dit qu'il est plus colérique, et on le sent un petit peu dans ces scènes-là. Et ensuite, on le voit parler à Narvi et regarder les cartes de Khazad-dûm et dire qu'il faut creuser plus loin, il faut profiter des richesses de Khazad-dûm. Il y a de l'or et sans doute du mithril et plein d'autres choses dans cette montagne, et qu'il veut plus respecter les limites que lui-même avait mises sur les endroits où creuser, et qu'il faut aller creuser partout pour récupérer ces richesses.
Dans cette scène, on le voit aussi commencer à s'inquiéter. Il a enlevé son anneau et il est en panique, il le voit plus et il s'inquiète, il croit l'avoir perdu et on voit un petit côté paranoïaque qui commence à ressortir. Ce qui inquiète beaucoup Narvi. J'aurais adoré qu'on passe un tout petit peu plus de temps à développer ce personnage. Parce qu'il est intéressant, parce que sinon chez les nains, on a Durin 3, Durin 4 et Disa, et c'est un peu tous les seuls personnages qu'on a chez les nains. Et donc là, c'était un personnage un peu comme Valandil, la Numénor. C'est un personnage secondaire qui est intéressant pour mettre en valeur les autres aussi. Et là, on voit que clairement, Narvi, entre les épisodes précédents où on l'a vu et celui-là, que c'est quelqu'un qui a la confiance du roi, qui a l'affection de Durin aussi, Durin 4, le prince, et que quand il s'inquiète, quand il voit le roi réagir étrangement par rapport à son anneau et tout ça, ça a de la valeur parce qu'il les connaît. Et on est capable de supposer ces informations-là, rien qu'avec les petites scènes qu'on a eues avec lui. Ça aurait été plus intéressant si on avait pu en voir plus sur ce personnage. Mais je suis exigeante, ils font ce qu'ils peuvent avec 8 épisodes. 10 épisodes. Ils auraient pu nous donner 10 épisodes. Ça aurait été suffisant pour ajouter tous les petits trucs que je veux qu'ils rajoutent. Bref. Durin débarque à ce moment-là, très inquiet, et il dit qu'il faut absolument arrêter de creuser plus loin parce que Disa a entendu une horreur sans nom dans les profondeurs, quelque chose de puissant et d'horrifiant, et son père ignore complètement, il veut pas, il dit « Oh oui, mais tu sais, les chanteurs de pierre, ils entendent la montagne, mais l'anneau, lui, ça lui permet de voir les détails, et il lui dit « Disa a tort, on va continuer à creuser, on ignore cet avertissement. » Et Durin va voir Celebrimbor, on va en parler dans quelques minutes, et revient ensuite immédiatement et redit la même chose à son père. Il lui dit non seulement il faut arrêter de creuser parce qu'il s'inquiète de ce qu'a entendu Disa, mais en plus il faut arrêter d'utiliser l'anneau parce qu'il y a des choses louches qui se passent. Vraiment, vraiment louche. Sa discussion avec Celebrimbor, bien que Celebrimbor lui ait dit globalement que tout allait bien, l'a inquiété encore plus, et avec raison, il s'inquiète de ce qu'a pu faire Anatar. Il demande à son père d'arrêter de l'utiliser, et son père a une réaction assez étrange, qui est qu'il l'ignore complètement sur ce sujet-là, mais vient lui parler de toutes ces choses que Durin aurait voulu entendre avant l'histoire de l'anneau, qui était, il lui dit qu'il est fier, et qu'il a besoin de lui à ses côtés, il a besoin de sa hache à ses côtés, et il va lui rendre son titre de prince. Et on sent le désarroi de Durin fils. Et c'est une jolie scène parce qu'on sent qu'il est perdu, parce qu'évidemment qu'il est heureux que son père lui rende son titre, mais surtout qu'il lui parle du fait qu'il est fier de lui, etc., etc. Mais son père n'a absolument pas prêté attention ni à ses avertissements par rapport au fait qu'il y a quelque chose, probablement un Balrog, dans les profondeurs de Khazad-dûm, ni sur le fait que porter cet anneau, c'est pas une bonne idée. Mais ouais, il l'a complètement ignoré, donc on voit, il y a une scène après entre lui et Disa, et on sent qu'il est complètement paumé là-dessus, il a pas le contrôle, il peut pas faire en sorte que son père l'écoute, en même temps il est heureux que son père lui ait pardonné, etc. Je pense que c'est un des éléments qui va permettre... C'est-à-dire que je pense que quand Elrond va débarquer... j'ai aucune information, c'est pas des spoilers, c'est ma supposition. Je pense que quand Elrond va débarquer en disant « S'il vous plaît, aidez-nous, les régions vont se faire attaquer par un groupe d'orques, on a besoin d'aide des nains », ça va être un truc facile à faire. Ça veut dire que Durin, il va dire, pas de problème, on prend nos haches, on va aller tabasser de l'orque. Parce que régler c'est pas plus, j'allais dire le conflit avec son père, mais c'est plus un conflit, c'est juste que son père l'écoute pas sur les choses importantes, et lui dit mais à côté, il lui dit qu'il est fier de lui, on a un homme un peu paumé. Donc je pense que quand Elrond va venir en disant orque, il va dire yes, let's go. Et Disa lui demande, le supplie, de promettre de ne jamais porter l'anneau. Ce qui lui dit que oui. J'aime bien l'idée que, dans la saison 1, on nous a montré que Durin et Elrond étaient très proches et étaient amis et depuis longtemps et tout ça. Et on a passé un peu de temps sur cette relation qui était l'un des meilleurs éléments de la saison 1. Et là, dans la saison 2, pour l'instant, on les a pas du tout vus ensemble, mais ils ont la même attitude par rapport aux anneaux. C'est-à-dire qu'à la seconde où Celebrimbor et Anatar ont parlé des anneaux à Durin, il était là, ouais, ok. Les gens autour de lui étaient plutôt à fond, son père est à fond. Au tout début, Disa était, si, pourquoi pas, il faut sauver Khazad-dûm et tout ça. Et Durin était pas du tout partant. Et là, encore moins, il veut pas porter l'anneau, il veut pas en entendre parler, etc. Et Elrond, de son côté, c'est la même chose. Il était le seul à dire, il faut les détruire, il faut pas les utiliser, arrêter de les porter, au point où les gens autour de lui se fâchent contre lui, et inversement, lui-même est fâché contre Galadriel, contre Gil-galad, etc. Et donc, ces deux personnages qui sont si proches, on comprend en fait pourquoi ils sont proches, parce qu'ils ont la même façon de penser, même si c'est des gens très différents. Donc je trouvais ça intéressant comme parallèle. J'aime toujours autant les nains, c'était les meilleurs moments de la saison 1.
et ça brille aussi dans la saison 2. Je trouve les acteurs excellents, et vraiment Khazad-dûm, on le sent vivre, on le sent vibrer, et ça va être un peu triste quand les choses vont partir en cacahuète. J'ai très hâte de voir Elrond et Durin réunis. Je suis curieuse de voir comment... Est-ce que tous les nains vont suivre le roi? Est-ce qu'il va y avoir une scission à ce moment-là? Ça va être assez curieux de voir... Je suis assez curieuse de voir comment ils vont évoluer dans ce bout-là de l'histoire. Mais tout à côté de Khazad-dûm, nous avons les Régions. Magnifique cité des forgerons elfes, où on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, mais Celebrimbor célèbre la création des anneaux des nains avec les forgerons, les siens et des forgerons nains, et il est vraiment très heureux de son accomplissement et de sa réussite. Les nains sont venus célébrer, notamment Narvi, et quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on n'avait pas assez d'épisodes, c'est une des choses dont je parlais, c'est que la relation entre Narvi et Celebrimbor, j'aurais adoré la voir se développer un petit peu plus. Parce que on les voit juste après, ils dévoilent les portes de Durin, les portes ouest de la Moria, que l'on a vu évidemment dans Le Seigneur des Anneaux, et ces portes-là, elles représentent l'amitié entre les elfes de l'Eregion et les nains de Khazad-dûm. Et ils ont utilisé le mot ami comme mot de passe pour ouvrir les portes, etc., etc. Et la porte a été designée par Narvi, et Celebrimbor a dessiné donc les signes en utilisant du mithril, etc., qui ne sont visibles qu'à la lumière de la lune, tout ça. Mais le fait que cette porte, elle n'a pas été créée en 10 minutes. Hein. Du coup, ils ont passé du temps ensemble, Narvi et Celebrimbor, et j'aurais adoré voir cette relation. À l'écran, ils n'ont pas le temps, je fais le deuil, c'est pas grave. On a quand même des petites scènes amusantes où clairement, on voit qu'ils ont passé du temps ensemble, parce Celebrimbor fait une vanne sur le fait que Narvi va piquer des trucs. Les nains et les elfes rigolent, donc clairement c'est un truc qui a été mentionné auparavant, qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont été amis, et on a tellement vu les nains et les elfes se détestent. C'est pour ça que je veux plus d'épisodes. J'aime beaucoup cet épisode, au point où j'en voulais plus. J'aurais adoré voir ce groupe de nains, notamment avec Narvi, et ce groupe d'elfes, notamment avec Celebrimbor, construire cette sincère amitié entre les deux. Justement pour contrebalancer tous les autres conflits qu'on sait qu'il y a eu entre ces deux peuples. Bref, ces deux groupes célèbrent, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Anatar fait la gueule parce que il a envie, et parce qu'il est en train de travailler sa manipulation, il fait le non mais tu comprends, je peux pas me réjouir parce qu'il y a trop de malheur dans le monde, et vraiment c'est catastrophique. Celebrimbor s'inquiète, évidemment, il vient voir son ami, il lui dit allez viens boire un coup avec nous, et Anatar profite de ce moment-là pour foutre un coup de pression par rapport à la création des anneaux des hommes. Ce que Celebrimbor ne veut pas faire, puisqu'il estime que les hommes sont plus prompts à la corruption et sont facilement manipulables, et c'est un trop gros risque aux yeux de Celebrimbor. Il parle notamment du fait que les malheurs des hommes sont très souvent causés par les hommes. Cela dit, j'ai trouvé ça intéressant parce que les malheurs des elfes ont souvent été créés par les elfes, honnêtement. Hein. Mais bon, en détail. Les hommes sont plus prompts à la corruption, ça, je veux bien l'accepter. Au milieu de toute cette discussion, Anatar parle de Numénor, puisqu'il dit que... Celebrimbor dit oui, les hommes de Numénor, ils ont aidé les hommes du Sud, et ils les ont relogés, donc à Pelargir, j'imagine qu'il sous-entend. Donc en gros, tout va bien, et Anatar parle de Numénor, et il dit notamment qu'il craint Numénor plus que tout autre en Terre du Milieu, ce qui est intéressant parce que c'est assez vrai. C'est le génie un peu d'Anatar et de n'importe quel bon manipulateur, c'est que tu mets beaucoup de vérité dans tes mensonges et dans ta manipulation. Sauron craignait Numénor, il est allé à Numénor et il a vu leurs compétences, il a vu leur avancée technologique, il a vu leurs armées, etc. Et il sait que battre Numénor, ça va être quasi impossible. Donc quand il dit qu'il craint Numénor, c'est même pas Anatar qui parle, c'est Sauron qui dit « Ouais, ils sont pas rassurants », et c'est en partie pour ça qu'il pousse pour la création des anneaux. Parce que s'il arrive à en corrompre quelques-uns, il arrivera peut-être à ne pas avoir à se battre contre une version très puissante de Numénor. En tout cas, c'est mon interprétation de cette phrase-là à ce moment-là. Comme Celebrimbor mentionnait le fait que les hommes, ils sont pas doués, Anatar en profite pour name drop un certain nombre de héros humains, des grands hommes qui ont fait le premier âge,
Il cite notamment Elrondil, qui est le père de Elrond et Elros. Il a globalement cité toute la lignée de Elrond. Elrondil était badass, il faut le reconnaître, hein, c'est un mec qui s'est battu contre l'un des plus grands dragons jamais créés par Morgoth, hein, c'est cool. J'essaye vraiment de me retenir, de ne pas vous faire une explication de qui sont chacun de ces hommes. Elrondil, Tuor, Beren, c'est des grands héros du Premier Âge. C'est en effet parmi les plus connus. Je trouve ça très intéressant qu'il cite 3 personnages qui ont eu des conflits avec les fils de Fëanor. Je dis ça, je dis rien que Celebrimbor est pas fan de son père de toute façon, mais bon bref. Il est sans doute fan de Fëanor, mais pas fan de son père. Son père était pas une bonne personne. Mais si jamais vous êtes curieux de savoir qui sont ces 3 grands personnages, je vous invite à aller ouvrir soit les appendices de Seigneur des Anneaux, je crois qu'ils sont mentionnés dans les 3, soit évidemment le Silmarillion, ou autre. Et c'est des histoires très intéressantes sur les 3. J'adore l'histoire d'Elrondil, et j'adore évidemment Beren de Beren et Luthien. Hein. C'est l'une des meilleures histoires de tout Tolkien. Et c'est l'une des préférées des elfes aussi, plus tard dans le Seigneur des Anneaux, quand ils y font beaucoup référence. Mais j'ai trouvé ça assez amusant qu'ils name drop des Tolkien. Vous aussi, vous avez envie de savoir qui est Elrondil, qui est Tuor. Bref. Je me retiens, vous savez, parce que je veux pas que cette vidéo, elle fasse 18 heures. Celebrimbor refuse de faire les anneaux, il dit non. Il dit, ça c'est ma limite, je la pose ici, débrouillez-vous sans moi. En fait, il dit pas débrouillez-vous sans moi, il dit on les fait pas, et Anatar dit très bien, tu veux pas le faire? Je vais les faire tout seul. Et c'est tellement manipulation, leçon numéro 1. Il nous les balance tous, et Celebrimbor se fait embobiner. Parce que là, il lui donne l'impression que très bien, t'as mis une limite, y a pas de problème, on fait sans toi. Et ensuite, il va le rattraper, bref, peu importe. Il y a une scène un peu plus tard où il est en train de bosser dans son bureau pendant qu'en bas, ils font donc des tentatives de créer les anneaux des hommes. Et je sais, c'est un détail, j'aime beaucoup le bureau de Celebrimbor, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a notamment une toute petite mini-enclume qui sert de pèse-papier. J'ai trouvé ça adorable. J'adore comme détail, c'est minuscule et adorable, j'adore. Il y a tellement de détails dans les décors, je me demande des fois si on apprécie assez le travail de costumes et de décors qui est fait sur cette série. C'est assez impressionnant, tous les plans, tu peux regarder en arrière, il y a plein de petits éléments partout, notamment en Eregion. Je trouve ça, j'adore. Et donc, mini-enclume, adorable. Bref, il se fait interrompre parce que, en bas, dans la forge, Myrdania, elle a mis un anneau parce qu'elle était en train de travailler dessus et a disparu. Et on voit les éléments bouger jusqu'à ce que Celebrimbor arrive à lui enlever l'anneau. Et elle explique ensuite que elle est passée dans le monde invisible, le monde des esprits, et qu'elle a vu notamment un être ténébreux et enflammé qui serait parmi eux dans la forge. Et elle est absolument terrifiée, horrifiée que quelque chose est là parmi eux. Il y a des plans sur Anatar, genre hey, genre c'est pas du tout de moi dont on parle. Non, bien sûr que non. Et donc tous les deux, entre Celebrimbor et Anatar, essayent de rassurer Myrdania. Celebrimbor demande qu'est-ce qu'ils ont fait de différent pour avoir ce résultat. Et ils expliquent que notamment ils ont essayé un nouveau assemblage avec plus de mithril parce qu'ils sont tous inquiets de la corruption des hommes, etc. etc. Celebrimbor est sur le point de dire non, il fallait pas faire ça, il fallait faire autre chose. Mais on sent qu'il est pas d'accord avec lui-même, c'est-à-dire que d'un côté il a envie de leur dire comment faire, et de l'autre il avait mis sa limite, il avait dit non, moi je bosserai pas sur les anneaux des hommes. Ce qui est intéressant parce que on voit quand même que Anatar a besoin. Anatar, c'est un excellent forgeron, Sauron est un excellent forgeron et tout ça, mais à ce stade-là, je pense qu'il n'est pas capable de faire ses anneaux sans Celebrimbor, et les autres forgerons de l'Eregion non plus. Ils ont besoin de sa connaissance et de son expertise, et donc ils continuent à essayer de le persuader, mais ils sont interrompus par l'arrivée donc de Durin que j'ai mentionné juste avant, qui est venu demander des informations sur les anneaux, et qui explique que son père a changé, que son père est devenu plus colérique, plus borné et plus avare surtout. Il parle du fait que, oui, il veut que les autres royaumes nains acceptent de donner la moitié de leurs bénéfices pour leur donner les autres anneaux, etc. Et il est très très inquiet. Et notamment, quand Celebrimbor lui explique que ils ont utilisé les mêmes outils, ils ont utilisé les mêmes processus que pour les anneaux des elfes, il ne devrait pas y avoir de soucis, tout devrait bien se passer. Durin, dont j'apprécie l'intelligence, dit « Mais si vous avez utilisé exactement la même chose, est-ce que la différence, elle vient pas des forgerons plus que des outils ou des processus ?»
Et donc il lui demande qu'est-ce que tu sais vraiment de Anatar? C'est qui ce mec? Toi, on te connaît, ça fait des années et des années que t'es là, à côté de Khazad-dûm, dans les régions. Durin, on le connaît. Et lui, il a débarqué. Et on lui fait confiance pour créer des anneaux qui ont une influence énorme. Durin pose des bonnes questions. On voit que Celebrimbor a un peu... on le voit douter, un petit peu. Mais pas assez. Ah, pauvre Celebrimbor. Anatar, au début, surveille un peu le meeting, la réunion entre Durin et Celebrimbor, mais surtout, on le voit ensuite discuter avec Myrddania, et il la manipule, en gros, pour lui faire croire que la silhouette qu'elle a vue, et qui l'a inquiétée, était celle de Celebrimbor, parce que Celebrimbor a tellement donné de lui-même pour créer les anneaux, c'est un poids tel que ça l'aurait changé, ça aurait assombri son esprit, mais qu'il faut garder ce secret-là, et ils vont essayer tous les deux ensemble de l'aider pour le ramener vers la lumière, etc. Elle le croit, soyons honnêtes, elle le croit immédiatement, parce que Celebrimbor s'est comporté un peu de façon erratique, et que Anatar, il a bossé avec eux, il est à côté d'elle quand elle a bossé dessus, etc. Et il y a une petite scène à la fin de cette conversation où il lui dit que quand le soleil tape dans ses cheveux, elle ressemble à Galadriel, surtout au niveau des cheveux, ce qui est un peu creepy, qui est un compliment immense. Parce que Galadriel, elle est connue pour sa chevelure. Vraiment, c'est tout un truc. C'est pas pour rien que le fait qu'elle donne des cheveux à Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, c'est important. C'est parce que ses cheveux, c'est de la bonne chevelure, ok. Et du coup, c'est un immense compliment. On voit qu'elle le prend un peu comme un compliment au début, mais c'est un petit peu creepy aussi, et qu'elle est là genre, ok. J'ai vu beaucoup de théories sur le fait qu'elle soit comparée que cet personnage qui... Myrddania, c'est pas un nom qui existe dans les textes, donc c'est un personnage qui serait inventé, sauf si elle a un autre nom et qu'elle est quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré. Il y a des théories, disons, sur le fait qu'on la compare avec Galadriel, sans rentrer dans du potentiel spoiler. Il y a des théories, je suis curieuse de voir si elles seront vraies, ces théories. Oui, on devrait le savoir très vite. Si elle est quelqu'un d'autre que juste une forgeronne de les régions, on le saura très très vite. Mais en tout cas, cette scène était un peu flippante, honnêtement. Celebrimbor revient après sa discussion avec Durin, où globalement il a dit à Durin « Non, tout va bien, t'inquiète pas, mec ». Mais il va immédiatement demander à Anatar, donc il lui parle du fait que les anneaux des nains semblent avoir un défaut, en tout cas, et il lui demande s'il a fait quelque chose. Et on voit, c'est ce que je disais, je crois, à la fin de l'épisode 3, on voit tellement de doutes et de confusion dans le regard et dans la prestation que fait l'acteur qui joue Celebrimbor. Je la trouve assez exceptionnelle sur cette subtilité de est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Anatar? Est-ce que c'est quelque chose? On voit qu'il est complètement engorgé dans le doute et dans la confusion, et c'est magnifiquement joué. Le pauvre, je me sens tellement mal pour lui. Moi, je suis tellement team Celebrimbor et je me sens mal de le voir sombrer. Oh, pauvre Celebrimbor. Vraiment... Anatar nous fait du seigneur de la déception à fond dans cet épisode. Il y a plein de plans où il est en train d'observer soit Myrddania tout à l'heure, soit Celebrimbor à ce moment-là. C'est flippant à souhait, et on voit évidemment tout l'aspect maléfique de Sauron, évidemment. Et on a aussi tout un tas de plans dans cet épisode avec Anatar qui est juste derrière l'épaule de Celebrimbor. Ça fait vraiment le petit diable sur ton épaule qui te conseille d'aller commettre des choses horribles. Et je trouve en termes de plans, c'est assez intéressant. On a donc, comme ils essayent de comprendre qu'est-ce qui pourrait être le souci avec les anneaux des nains, Anatar suggère que c'est potentiellement la faute du mensonge sur lequel a été basé ces anneaux, qui est le mensonge qu'a fait Celebrimbor en envoyant la lettre à Gil-galad qui lui disait qu'il n'allait plus faire d'anneaux. Et comme ces anneaux sont empreints de magie et c'est des affaires de l'esprit, je crois qu'il dit à Anatar, cet aspect négatif du mensonge aurait pu corrompre les anneaux des nains. Et malheureusement pour Celebrimbor, il croit ce mensonge-là. Et même s'il a du mal, il dit non, c'était pas un mensonge, mais il sait bien évidemment que c'en était un. Et il est convaincu et il va chercher à se racheter. Et j'ai trouvé ça intéressant que Anatar à ce moment-là lui propose d'aller à Lindon
d'avouer à Gil-galad, parce qu'il sait très bien que Celebrimbor va jamais le faire. Mais comme l'idée c'est de enlever le doute sur lui, là il lui dit va parler à ton roi, va parler aux gens avec qui tu n'as plus de communication depuis des semaines et des semaines, qui ne t'ont pas envoyé de courrier, ce qui est très suspect. Et donc il lui propose, va Lindon, va parler, va t'expliquer auprès de Gil-galad, excuse-toi platement, et ça remettra les choses au clair et tout ira mieux. Et évidemment Celebrimbor ne peut pas, parce qu'il sait très bien que Gil-galad, en tout cas il pense que Gil-galad à ce moment-là, va lui dire, t'éteins ta forge immédiatement, tu ne forges plus rien, jamais, tu as osé mentir à ton roi. Et donc, évidemment il refuse, et l'autre solution, c'est de continuer dans cette direction en espérant que créer d'autres anneaux, les anneaux des hommes, l'aidera à se racheter sur l'erreur qu'il aurait fait en créant ceux des nains, qui évidemment, et tout ça est faux et c'est horrible à voir, parce que pauvre Celebrimbor. Mais on le voit donc parler avec ses forgerons et durcir le ton et demander de la précision et du travail, etc. Et c'est dur à regarder de voir Celebrimbor sombrer à ce point-là, mais ce que j'aime sur la façon dont ça a été écrit et dans la façon dont c'est performé, c'est que c'est logique. Il n'y a aucun moment où on se dit « Non, mais là, t'aurais dû le voir, mec ». On arrive à comprendre, ils ont bien équilibré le fait qu'il y a une partie qui vient des ambitions et de l'envie de succès de Celebrimbor. Et donc c'est son propre ego à lui, mais il y a une partie il veut réellement aider les peuples de la Terre du Milieu. Réellement, il avait envie, il voulait évidemment pas que les elfes sombrent, mais il voulait pas, il a une vraie affection pour les nains, il avait vraiment envie de les aider, et il se sent vraiment mal quand Durin lui dit que quelque chose se passe mal. Et là, il était prêt à arrêter, il fait c'est bon, on a accompli quelque chose de grand et de merveilleux, donc son ego et son ambition ne sont pas non plus sans faille, mais ensuite, avec ce petit bout de ok, il y a une partie c'est sa responsabilité parce que lui il voulait le faire, mais ensuite la poussée d'Anatar qui le mène dans une direction puis dans une autre, on voit comment il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Excellent, j'adore, magnifique. C'est vraiment, ils l'ont fait de façon subtile, alors qu'Anatar est pas du tout subtil, mais la façon dont Celebrimbor le perçoit est subtile, et ça, c'est magnifique. Comme Celebrimbor a un peu monté le ton et a durci, et surtout est devenu plus sévère avec ses forgerons, Anatar en profite pour être la voix de la sagesse, la voix rassurante et amicale auprès des forgerons, et donc il retourne un petit peu l'équipe de Celebrimbor contre lui, il continue à manipuler le monde, hein. Et on voit, pendant que Anatar est en train de parler aux forgerons, le plan remonte, et on voit Celebrimbor qui est rempli d'angoisse et de panique sur mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis en train de faire encore, est-ce que réellement c'est une bonne idée de construire ces anneaux, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on le voit regarder ses mains qui tremblent, les mains qui créent ces anneaux, et il y a vraiment un côté, ouais, si vous aviez pas encore saisi à quel point c'est un personnage tragique Celebrimbor, cet épisode l'enfonce bien profondément, et ouais, c'est un personnage triste en fait, parce qu'il a vraiment envie, quand on le voyait en saison 1 avec Elrond, quand on le voyait là tout à l'heure avec Narvi et tout ça, on sent que c'est un gars sympa, qui a envie d'aider, qui a envie de participer, qui avait juste envie d'être un forgeron, un grand forgeron. Pauvre Celebrimbor, je l'ai dit combien de fois, pauvre Celebrimbor dans cette vidéo, pauvre Celebrimbor. Et il y a un contraste entre Celebrimbor submergé par l'angoisse, la tristesse, la peur, et les forgerons qui écoutent Anatar et qui sont complètement séduits et encouragés, on va dire, par le discours que leur donne Anatar. Cet épisode était bien foutu. Je suis très content. Il y a vraiment beaucoup un espèce d'équilibre à chaque fois où on te montre les conséquences et de ce qui pourrait arriver sans vraiment te le dire. C'est vraiment bien fait. Il y a un plan qui s'éloigne de la fenêtre avec Celebrimbor en train de contempler sa misère. C'était vraiment bien foutu. Et le plan s'éloigne et on va juste à la frontière de la région où arrive l'armée d'Adar.
et les orques sont en train de transporter une cage dans laquelle on retrouve Galadriel, qui, à la seconde où elle sort de sa cage, essaye de poignarder Hadar pour pouvoir s'échapper, évidemment, et Hadar lui dit « Attends 2 secondes, tu es l'ennemi de mon ennemi, on veut tous les deux tabasser Sauron, travaillons ensemble », qui est un tease, j'imagine, pour l'épisode suivant, mais qui était intéressant à voir toujours, Hadar pas du tout inquiet d'avoir un poignard sous le cou, hein, très relax. Et l'épisode se termine avec les forges qui tournent à nouveau pour la 3e fois, après les anneaux des elfes et les anneaux des nains. On entame la création des anneaux des hommes, sous le regard particulièrement satisfait de notre ami Anatar. Et ainsi se conclut l'épisode 5. C'était un épisode très intéressant, je l'ai répété 15 fois à peu près. Il y avait quelques références à Tolkien à droite à gauche, ce qui font toujours plaisir. Et vraiment, je crois qu'ils ont réussi à faire en sorte que le conflit psychologique, que ce soit à Núménor ou en Eregion, soit aussi captivant que le conflit physique qui va finir par arriver. L'Eregion va finir par se faire attaquer d'une façon ou d'une autre. Et les conflits familiaux d'ailleurs aussi, à ce même niveau, c'est-à-dire que on est inquiet, on a envie de voir comment le Balrog va débarquer à Khazad-dûm, etc. Mais moi je trouve qu'ils ont réussi à nous préoccuper sincèrement de la relation entre Durin III et son fils, de la relation entre Disa et Durin, et on a vraiment envie de voir comment elles vont évoluer. C'est vraiment une réussite à ce niveau-là. Je pense qu'il nous reste donc 6, 7, 8, 3 épisodes. Je pense que les 3 derniers, ça va être beaucoup de conflits armés pour le coup. Parce que là, on est vraiment... On y arrive, on a réussi à faire monter la pression partout. Donc j'imagine que les 3 derniers, ce sera la guerre en Eregion. J'imagine que Arondir et Isildur vont débarquer aussi, puisqu'ils suivent l'armée de Hadar. Et que... Ouais, je pense que là, tout le monde va se réunir. Pas tout le monde, mais je pense que pas mal de personnages vont se réunir en Eregion. Je pense que, évidemment, Galadriel et Hadar sont déjà là. Je pense que Elrond va aller chercher Durin et vont y aller. Isildur et Arondir vont venir là aussi. Et que les seuls conflits qui ne seront pas encore réunis sur l'Eregion, ce sera l'étranger d'un côté et Núménor de l'autre. Je suis curieuse de voir comment est-ce que Elendil va rejoindre la Terre du Milieu. Ça devrait être intéressant, pour sûr. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, j'ai été captivée du début à la fin. Je suis très triste que Valandil soit mort. C'est un personnage sympa à suivre. Et j'ai très hâte d'être jeudi prochain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous l'avez aimé cet épisode aussi. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, à bientôt! Bye.